Ce matin, nous avons mis 1h10. 20 minutes de gagné, c'est déjà pas si mal. Los Angeles, 13 millions d'habitants, 8 millions de véhicules, 2500 km d'autoroutes. La ville où la voiture est reine est avant tout le royaume du smog. Le smog, une brume polluée, mélange de monoxyde de carbone, de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre. Une chape de plomb qui obscurcit l'horizon et dont les habitants essayent de se débarrasser depuis 40 ans. Contre la pollution de l'air, la Cité des Anges mène une bataille scientifique. L'ensemble de la mégapole est quadrillé de capteurs reliés les uns aux autres. À tout moment, l'alerte peut être déclenchée. Il y a 29 capteurs d'ozone disséminés dans toute l'agglomération de Los Angeles. De ce côté-ci, vous voyez, il y a les montagnes. Lorsque le vent souffle de l'océan, il s'engouffre dans cette partie de Los Angeles à cause de ces montagnes. C'est pour cela que l'on observe les taux de pollution les plus élevés dans la partie est de la ville, aux alentours de 6 ou 7 heures du soir, juste après l'heure de pointe. En matière de lutte contre la pollution, Los Angeles est la ville au monde qui a le plus d'expérience. Aujourd'hui, les scientifiques américains sont capables de détecter toutes les formes de pollution, même les plus infimes. Dans les années 50, les particules en suspension étaient plus grosses. Mais la composition de l'air que nous respirons a changé depuis cette époque. Nous recherchons maintenant des particules de plus en plus petites, car l'air est moins pollué. Le problème est que ces particules en suspension ne sont pas assimilées par nos poumons lorsque nous respirons. De plus, les particules de petite taille ne peuvent être rejetées lorsque nous expirons, car elles restent coincées dans nos poumons. In the beginning, the Lord made the earth. Au XIXe siècle déjà, les habitants de Los Angeles se plaignaient de l'air qu'ils respiraient. Mais c'est devenu un vrai problème dans les années 40. À l'époque, les gens savaient que cela n'était pas bon pour la santé, mais au début des années 60, la situation était telle que les gens se plaignaient de picotements dans les yeux et de douleurs pulmonaires lorsqu'ils prenaient une grosse bouffée d'air. Mais il a fallu attendre le milieu des années 60 pour déclarer l'automobile principal coupable du problème. Et pourtant, c'est à la même époque que nous avons délaissé les transports en commun pour devenir une ville entièrement dépendante de l'automobile. Il y a 20 ans, lorsque l'Agence pour la qualité de l'air a vu le jour, nous avions à peu près 120 jours de pic de pollution dépassant le niveau d'alerte. 10 ans plus tard, grâce à nos efforts, ce chiffre était tombé à 70 ou 80 jours. Et depuis le début de l'été, nous n'avons eu qu'une seule journée au-dessus de la cote d'alerte. On peut donc dire que nous avons fait d'énormes progrès en matière de lutte contre la pollution. L'Agence pour la qualité de l'air de Los Angeles est fière de ses résultats. En 20 ans, le niveau de pollution a été réduit de moitié. Pour y parvenir, tous les moyens ont été bons, y compris un numéro vert que l'on peut appeler pour dénoncer les pollueurs. Nous demandons aux gens de nous indiquer s'ils ont des problèmes avec leurs véhicules et si des solutions ont déjà été mises en œuvre pour remédier à ces problèmes. C'est un programme basé sur le volontariat. Il a été créé en 1988 et depuis, plus d'1,25 million de véhicules nous ont déjà été ainsi signalés. Nous sommes ici dans le centre de communication. Nous recevons chaque jour des plaintes sur la qualité de l'air. Nous avons à peu près 80 inspecteurs sur le terrain avec qui nous sommes constamment en contact afin de répondre à toutes les plaintes. Dès qu'une plainte sérieuse est reçue, un inspecteur est aussitôt envoyé sur les lieux. L'endroit où nous nous trouvons s'appelle El Segundo. C'est une ville qui est coincée entre une raffinerie, l'aéroport international de Los Angeles et à l'ouest, une station d'épuration qui se trouve être la deuxième plus importante du pays. La majorité des plaintes que nous recevons sont dirigées contre cette station d'épuration. Le pouvoir des inspecteurs de l'agence est sans limite. En cas de refus de diminuer le niveau de pollution, les entreprises risquent jusqu'à 300 000 francs d'amende par jour.
Ces 3 ou 4 dernières années, les responsables de la station d'épuration se sont appliqués à ventiler les pièces où de fortes odeurs dues au traitement des eaux usées rendaient l'atmosphère irrespirable. De plus, les gaz qui sont produits par le traitement des eaux doivent être brûlés et s'ils sont réutilisés, ils doivent l'être de façon écologiquement acceptable. Il est interdit de juste relâcher ces gaz dans l'air car ils contiennent toutes sortes d'éléments toxiques générés par les eaux usées. Généralement, ces gaz sont réutilisés par une centrale électrique pour fabriquer du courant, mais si ce n'est pas possible, ces gaz sont tout simplement brûlés. Beaucoup plus original que la simple répression, les pollueurs ont à leur disposition une sorte de banque d'échange d'air propre. Un programme mis en place il y a 6 ans. L'objectif est ambitieux, diminuer de 80% la pollution d'ici 2003. Nous imposons à chaque entreprise un seuil de pollution à ne pas dépasser. Mais nous leur laissons une marge. Elles peuvent polluer un peu moins ou un peu plus certains jours que le niveau autorisé. L'important, c'est qu'à l'arrivée, elle n'ait pas dépassé ce niveau déterminé. À ce moment-là, si une entreprise pollue plus qu'elle ne doit, elle peut racheter une autre entreprise, propre, entre guillemets, qui a moins pollué dans l'année, une partie de son capital air pur. De cette manière, une société qui investit beaucoup d'argent pour moins polluer peut espérer récupérer une partie de ses investissements. Elle vend ses points air pur à une compagnie qui, elle, est plus polluante. Grâce à ce système, à terme, les pollueurs ont tout intérêt à respecter les normes imposées. Par cette méthode de bonus et de malus, on réduit ainsi chaque année de 8% le volume global de la pollution. Chaque jour, 8 millions de véhicules parcourent 480 millions de kilomètres dans Los Angeles. Nancy Partridge, mariée, 2 enfants, se lève à 5h30 pour être avant 8h à son bureau. C'est une adepte du covoiturage, sa solution pour éviter les embouteillages. En général, nous sommes 4 à faire du covoiturage. Chaque personne conduit 1 semaine par mois. Et lorsque c'est votre tour, vous conduisez votre propre voiture et faites le chauffeur pour les 3 autres. Là, je me rends au point de rendez-vous, où nous nous retrouvons tous les matins. Une fois les enfants déposés à l'école, Nancy fait le ramassage de ses collègues de bureau. L'avantage du covoiturage, c'est que lorsqu'il y a des embouteillages comme ce matin, on double tout le monde et que l'on n'a pas à s'arrêter comme les autres. Il y a environ 65 km entre notre point de rendez-vous et nos bureaux. Cela nous prend environ 1h30, alors que vu la distance et sans les bouchons, cela ne devrait pas nous prendre plus de 40 minutes. Notre entreprise nous incite à faire du covoiturage, en nous versant 150 francs de plus sur notre salaire, ce qui nous paye à chacun l'essence pour la semaine où nous conduisons. Ce matin, nous avons mis 1h10. 20 minutes de gagné, c'est déjà pas si mal. La Sanwa Bank, où travaille Nancy, organise 1 fois par mois une petite fête pour encourager ses employés à participer au covoiturage. Mieux se connaître pour demain mieux partager sa voiture, une idée simple mais efficace. La loi nous demande d'avoir un programme de réduction de la pollution. C'est pour cela que nous incitons nos employés à faire du covoiturage ou à prendre les transports en commun. Ceux qui acceptent reçoivent un bonus et en plus, ils aident à lutter contre la pollution. À Los Angeles, 1 500 000 personnes utilisent déjà ce nouveau mode de transport en commun. Essentiellement à l'initiative des usagers et des entreprises. Il y a 2 ans, 260 km de voies d'autoroute étaient réservées au covoiturage. En 2010, on en comptera 2400. Face à l'ampleur des problèmes de circulation, pour beaucoup, la solution idéale serait encore de supprimer les trajets maison-bureau. C'est ce que préconise depuis 7 ans déjà AT&T. La compagnie de téléphone invite ses employés à travailler 1 jour par semaine non plus au bureau, mais chez eux. C'est ce que fait Nancy Harter, directrice commerciale. Elle reste tous les mercredis chez elle, reliée à son bureau par un ordinateur. Je travaille 4 jours par semaine depuis mon bureau à Monterey Park et 1 jour par semaine depuis chez moi. Cela permet d'une part d'améliorer ma qualité de vie et d'autre part d'aider à sauvegarder l'environnement en laissant ma voiture au garage ce jour-là.
Prendre la voiture pour aller au travail est très stressant. Alors pouvoir travailler chez soi un jour par semaine, cela permet de récupérer un peu de ce stress. On peut se lever plus tard et se mettre tout de suite au travail. Le soir, on a plus de temps pour soi, car on n'a pas à prendre sa voiture pour rentrer à la maison. Ça améliore vraiment ma qualité de vie. Aujourd'hui, Los Angeles contrôle sa pollution mais ne crie pas victoire. C'est une bataille de tous les jours qui nécessitera dans les années à venir des moyens toujours plus considérables. La pollution de l'air est telle à Los Angeles que je ne pense pas que nous ayons encore la technologie suffisante pour résoudre ce problème. En 2003, 10% des voitures neuves devront obligatoirement être non polluantes. Je pense que lorsque les gens utiliseront ces techniques partout dans le monde, nous pourrons enfin respirer un air pur, non seulement ici à Los Angeles, mais partout ailleurs. En fait, quel effort sommes-nous prêts à faire et combien d'argent sommes-nous prêts à investir? C'est la seule et unique question. Il ne s'agit pas de savoir si l'on peut, mais bien réellement de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour y arriver. Urbanisme sauvage, surpopulation, pollution record. Un cocktail explosif qu'on retrouve dans toutes les mégapoles du tiers-monde, mais qui concerne chacun d'entre nous. L'équilibre écologique de la planète tout entière en dépend. Bangkok, un cauchemar au quotidien pour les habitants de la capitale thaïlandaise. Bangkok détient tous les records en matière d'embouteillage, au point de rendre malades ceux qui y travaillent et qui restent coincés des heures durant dans la pollution. J'ai souvent des vertiges, j'ai mal à la tête et parfois j'ai même de la fièvre. La ville tout entière est organisée en fonction des embouteillages. À la disposition des hommes d'affaires, des limousines équipées dans les moindres détails pour affronter les interminables bouchons de Bangkok. Quand vous êtes coincé dans un embouteillage et que vous avez besoin d'aller aux toilettes, ce genre de voiture est équipé de tout ce qu'il faut. Comme cette urinoir en plastique rouge que j'ai le plaisir de vous présenter. Un ustensile qu'on utilise en toute simplicité parce qu'on n'a pas d'autre choix. Première victime de la pollution, les policiers qui tentent de réguler un trafic devenu ingérable. Le nez sur les pots d'échappement des camions qu'ils contrôlent, les policiers thaïlandais souffrent tous de troubles respiratoires. La dernière fois que je suis venu, on m'a trouvé quelque chose au poumon. Et ça va mieux aujourd'hui? Je voudrais bien, mais j'ai toujours les mêmes problèmes respiratoires qui reviennent, surtout le soir après le travail. Pas simple d'être le maire de Bangkok, surtout lorsqu'on est un ancien militant écologiste. Face à l'ampleur de la pollution, difficile de ne pas être fataliste. Il y a peu de moyens de changer les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer à construire de manière aussi anarchique, sans réfléchir. À Bangkok, il y a déjà 2 millions de voitures en ville et 700 à 800 véhicules de plus chaque jour. C'est un problème ingérable. Construire de nouvelles routes ne suffit plus. Mexico. Chaque mois, 30 000 personnes viennent grossir une ville qui compte déjà 20 millions d'habitants. 11 000 tonnes de poussière toxique stagnent au-dessus des rues. À 2300 mètres d'altitude, les voitures dégagent 2 fois plus d'oxyde de carbone qu'au niveau de la mer. Une pollution telle qu'un jour par semaine, à tour de rôle, selon la couleur de leur vignette, les voitures n'ont pas le droit de rouler. Une mesure qui n'a pas vraiment modifié les données, mais qui fait le bonheur des chauffeurs de taxi. On circule mieux aujourd'hui. C'est préférable pour les gens et pour nous, il y a plus de travail. Les gens garent leur voiture un jour par semaine et prennent un taxi. Les embouteillages produisent 80% des gaz qui empoisonnent Mexico. Bronchite, asthme chronique, sinusite se comptent par dizaines de milliers chez ceux qui ont suffisamment d'argent pour consulter un docteur. Impuissants, les médecins sont les témoins des ravages de la pollution. Certains enfants naissent avec des taux de plomb dans le sang, ce qui nous concerne particulièrement dans la mesure où le plomb est un élément qui n'est pas dégradable par l'organisme et qui donc s'accumule au long des années. Et pendant 2 étapes de l'année, surtout à l'hiver, à partir de novembre jusqu'au mois de février-mars à peu près, l'incidence de maladies respiratoires monte en pointe. Depuis 50 ans, la ville n'a cessé de s'agrandir, mais sans aucun plan d'urbanisme. Cimenterie, industrie chimique, sidérurgie, 35 000 usines sont au cœur même de la capitale. Conséquence de la pollution, Mexico a vu disparaître les 3/4 de sa végétation.
Près de 70% des forêts ont été détruites. 80% des terres sont aujourd'hui stériles. Presque 90% des lacs et des cours d'eau qui existaient à Mexico ont disparu. À Mexico, tous les voyants sont au rouge. Ici, la pollution tue 100 000 personnes chaque année, dont 30 000 enfants. Surpopulation, misère, quand il s'agit d'abord de survivre, la défense de l'environnement est souvent la dernière des priorités. Et pourtant, ici au Brésil, à Curitiba, en 3 jours, le centre-ville a été vidé de toutes ses voitures. La volonté d'un seul homme. L'idée, ça a été de se dire que dans une ville, même de grande importance comme la nôtre, c'est d'abord la population qui compte. Alors que dans toutes les autres villes du Brésil, c'est l'anarchie au niveau de la circulation, nous on a fait le contraire. On a décidé d'accorder la priorité du centre-ville aux piétons. Ça a été le départ symbolique d'une grande transformation. Personne aujourd'hui à Curitiba ne regrette la décision brutale du maire. Un système de transport ultra-moderne a été mis en place pour la population. Curitiba fait des envies au Brésil. Autre solution plus draconienne encore, Singapour, une capitale d'Asie grouillante et hyperactive. Ici, pour circuler, il faut payer. Chaque conducteur, pour se rendre dans le centre-ville, doit d'abord acheter un véritable laissez-passer valable pour 24 heures seulement. Seules les classes aisées ont les moyens d'utiliser un véhicule. En fait, quand cette mesure a été prise il y a plusieurs années, tout le monde l'a trouvée impopulaire. Mais je pense que maintenant, les gens en voient les avantages. Tiens, là, vous voyez, c'est une grande avenue, c'est l'heure de pointe, et ça roule plutôt bien. En fait, Singapour est une des villes les plus chères au monde quand on possède une voiture. Les péages sont extrêmement chers. Le prix de l'essence aussi est vraiment très élevé. En fait, on peut penser que le but principal des autorités, c'était de rendre la voiture quasiment inaccessible au plus grand nombre. En fait, seuls les riches peuvent rouler. Résultat de cette sélection par l'argent, Singapour est l'une des villes les moins polluées du monde, parce que l'une des moins embouteillées. Aujourd'hui, la peur des produits chimiques a remplacé la peur des microbes. Au Texas, sur le parking de ce supermarché, une cliente pas comme les autres. Annabelle Broziek fait ses courses avec un masque à gaz, mais sans pénétrer dans le magasin. Annabelle fait partie de la communauté des chimico-sensibles, une population hautement allergique à la moindre émanation chimique. Un simple sac en plastique, un fruit traité, une goutte de parfum ou un tissu synthétique la rendent malade. Annabelle Broziek n'a pas d'autre choix que de vivre en ermite, loin de tout polluant chimique. Elle a trouvé refuge dans les forêts de Wimberley, une région considérée par les scientifiques américains comme l'une des plus pures des États-Unis. Au fond du jardin, un petit bunker de céramique. Le livre est recouvert d'aluminium. Les achats restent sur la terrasse pour éviter toute contamination. En ce qui me concerne, la maladie était essentiellement neuromusculaire. Je ne pouvais plus marcher. La moindre exposition à des insecticides, des bombes anti-moustiques ou de simples sprays pour le ménage affectait mes muscles. Je ne pouvais plus bouger. À une époque, je ne pouvais même plus me retourner dans mon lit. J'étais si faible, si diminuée, que quelqu'un devait m'aider. À 70 ans, lorsqu'Annabelle a eu connaissance de sa maladie, elle a vécu 1 an sous une tente en pleine nature, en attendant que sa nouvelle maison soit prête. Tout a complètement changé depuis mon départ de Floride. Je me suis débarrassée de tous mes meubles et de mes vêtements. C'était un nouveau départ. Maintenant, mon organisme supporte que je vive à l'intérieur dans la journée, grâce à tous les aménagements que j'ai faits. Quand je suis arrivée ici, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est incroyable, vivre sous un toit. Je n'avais pas réalisé avant combien l'environnement m'était hostile. Le soir, Annabelle regagne sa chambre en céramique, une pièce stérile. L'air est filtré,
aucune substance chimique ne peut y rentrer. Regarder la télévision n'est plus un geste simple. L'appareil est installé à l'extérieur pour éviter des émanations de vapeurs toxiques si des composants électroniques venaient à chauffer. Le mari d'Annabelle, lui, vit à quelques centaines de mètres de là, dans une maison infectée. Certains scientifiques estiment que l'on devient chimico-sensible après avoir été exposé à une trop forte dose de polluants. C'est sans doute le cas de Jan Allison, intoxiquée par les shampoings qu'elle a utilisés pendant 15 ans pour toiletter les chiens. J'ai subi une exposition permanente en m'occupant des chiens quotidiennement. Si votre foie est abîmé, le foie qui filtre les toxines du corps, s'il est abîmé, même un peu, le filtre ne fonctionne plus aussi bien. Le poison s'accumule et vous devenez sensible à la moindre émanation chimique. Les gens pensent que je suis un peu folle. Ils disent qu'on a trop d'imagination. Il y a même un docteur qui l'a dit à la télévision. À 4 heures de route des forêts de Wimberley, Dallas abrite la seule clinique au monde qui prenne au sérieux cette étrange épidémie. La salle d'attente ne désemplit pas. Mélange d'homéopathie et de désintoxication, on étudie ici la réaction des chimico-sensibles aux produits toxiques pour tenter de les désensibiliser. Dans ce service très spécialisé, on estime que nous sommes à présent entrés dans l'ère des déficiences immunitaires. La sensibilité aux produits chimiques va exploser au XXIe siècle. Je pense qu'il va falloir modifier notre environnement et prendre en compte ces cas d'allergie et les problèmes génétiques. C'est une bombe à retardement qui va bientôt exploser. Les gens vont devoir apprendre à manipuler leur environnement. Aux États-Unis, ce livre est un best-seller. Il prévoit la disparition à terme de l'homme sur Terre par la seule présence dans notre environnement de polluants chimiques. Ces produits chimiques, en fait, ne causent pas de dommages génétiques. Ce que nous observons, ce n'est pas une mutation de nos gènes. Disons plutôt que nous assistons à la manifestation, à l'expression de ces gènes qui ont été désactivés à un mauvais moment de leur développement. C'est un peu comme si vous aviez construit une maison sans respecter les plans. La plomberie ne fonctionnerait pas, le câblage électrique aurait été mal fait. Eh bien, le cerveau, c'est pareil. Il ne fonctionne plus comme il le devrait. Mais ce n'est pas pour autant que ces modifications vont se transmettre aux générations suivantes. Si on parvient aujourd'hui à éliminer de notre environnement les produits chimiques, on peut très bien sauver notre futur. Et croyez-moi, les industriels en sont bien conscients. C'est en ce sens que je suis finalement très optimiste. Sur les collines de Wimberley, surplombant la vallée, le village des chimico-sensibles, un ensemble de bungalows en aluminium perdu au milieu des bois. Depuis qu'elle vit ici, Harriet Thompson estime aller beaucoup mieux. Son hypersensibilité a largement régressé. À l'entrée de sa cuisine, une affiche invite les visiteurs à ne pas entrer s'ils se sont parfumés, maquillés ou s'ils ont utilisé un déodorant. Harriet est encore fragile. Quand on fait la cuisine, on ne sait pas toujours ce que cela peut entraîner. Moi-même, je ne savais pas que je recevais autant d'ondes électromagnétiques. Regardez, je vais allumer ces plaques chauffantes. Si on cuit deux choses en même temps, ça monte encore plus haut. Pour limiter les risques de contamination, le salon et la chambre d'Harriet sont isolés l'un de l'autre. Pas de papier peint, mais du sol au plafond des feuilles de métal contre les champs électromagnétiques. Ce que je sais, c'est que j'ai en moi des substances qui n'existaient pas le jour où Dieu nous a créés. Il faut que je m'en débarrasse. Aux États-Unis, les chimico-sensibles forment désormais une véritable petite communauté, par la force des choses, isolée du reste du monde. Une récente enquête a mis en évidence un taux très élevé de dépressifs parmi eux. Porte-parole du mouvement, Sue Pittman a dû quitter sa maison de Chicago, qu'elle considérait comme hautement toxique, pour s'installer ici, une plateforme de 400 mètres carrés, bâtie sur pilotis, intérieur en bois du Colorado non traité. En fait, deux maisons en une. Au centre, les dangereux émetteurs chimiques,
cuisine, télévision, ordinateur, autour, à l'air libre, les chambres et les lits. Il y a une véritable prise de conscience parmi la population. Quand on voit des gens comme Annabelle ou d'autres en ville, on se dit ce ne sont pas des fous, ce sont des chimico-sensibles. Les gens comprennent que la pollution a provoqué des maladies qui sont sérieuses. C'est tout à fait réel et on peut les prévenir. Cela n'a rien d'inévitable. Nous aurions un monde beaucoup plus beau si nous prenions quelques mesures en pensant aux conséquences que notre mode de développement peut avoir sur notre santé. On ne devrait pas souffrir comme cela. Même si moi, je n'ai pas connu des problèmes de santé comparables à cela, même pour quelqu'un qui est en pleine forme, quelqu'un comme moi, eh bien, je ne retournerai jamais dans un environnement comparable à celui que j'ai quitté. Cette vie-là n'a pas de sens. Cadre supérieur chez IBM, John Pittman a renoncé à sa carrière pour s'installer ici au milieu des chevreuils et des biches. Ses voisins chimico-sensibles sont professeurs, sociologues ou écrivains. À Wimberley, on les appelle les nouveaux Robinson. 12 millions de porcs sont élevés chaque année en Bretagne selon des méthodes industrielles. 12 millions de cochons qui posent aujourd'hui un problème, celui de leur déjection. Un lisier très riche en azote, utilisé comme engrais dans les champs où il était pendu. Seulement trop, c'est trop. La terre absorbe ce qu'elle peut, mais elle n'arrive plus à tout éponger de ces milliers de tonnes de matière fécale et d'urine. À la première pluie, les déjections porcines ruissellent dans les rivières où elles se transforment en nitrates. Un phénomène au cours des ans qui a pris des proportions considérables, au point dans certains cas de rendre l'eau impropre à la consommation. Il faut quand même savoir qu'en Bretagne, le volume de déjection en une année, c'est l'équivalent d'un train, d'une locomotive, si vous voulez, qui tirerait 15 000 km de wagons-citernes remplis à ras-bord. Je dirais un train de Brest à Vladivostok. Trop de nitrates dans l'eau du robinet, les Bretons s'inquiètent pour leur santé. Chaque semaine, ils se ruent dans les supermarchés pour y acheter des packs d'eau de source. C'est le cas de la famille Boubien, grosse consommatrice d'eau en bouteille. On n'a pas confiance en l'eau du robinet, d'ailleurs comme 80% de Bretons. Il y a eu un sondage récent qui précisait bien que 80% des gens n'utilisaient pas l'eau du robinet. Donc c'est vraiment, je dirais, dans un climat de suspicion, en quelque sorte, que on boirait l'eau, en quelque sorte. Et il faut quand même savoir que les Bretons, une année, utilisent quand même 500 millions de bouteilles d'eau. On utilise pour le café, on utilise, je dirais, donc bien évidemment pour la boisson. On utilise en effet, pour préparer des recettes de cuisine, pour la cuisine quotidienne, je dirais. Mais on va peut-être pas non plus, je dirais, cuire bien évidemment les pommes de terre avec de l'eau de source. Trop de nitrates dans l'eau, les éleveurs de cochons sont les premiers montrés du doigt. Un procès qu'ils refusent. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande de limiter leurs élevages. On nous a encouragés à produire toujours plus. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut produire moins et on pense qu'on n'a pas à produire moins forcément parce qu'il y a des débouchés sur le marché mondial. Par contre, on peut produire propre en maîtrisant bien les techniques. Et ces techniques-là, elles sont à notre disposition, donc on peut le faire. On peut le faire, mais ça coûte cher. Vincent Lenoir, qui élève 4000 cochons par an, n'a pas eu le choix. L'installation d'une unité de traitement des lisiers pour les débarrasser de leurs nitrates est coûteuse. Il s'est endetté pour plusieurs années. On va investir 750 000 francs pour la mise aux normes de notre exploitation. Si les éleveurs n'avaient pas été obligés légalement, il y aurait eu peu de chances qu'ils investissent dans la protection de l'environnement. Il y aurait eu peu de chances vu que c'est un investissement improductif, quoi. Le cas de Vincent Lenoir est isolé en Bretagne. L'été dernier, un producteur a été condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir répandu plus de lisier que la loi ne l'y autorisait. Un verdict sévère qui invite à réfléchir avant de polluer. On peut dire qu'il y a une amorce de prise de conscience. Il y a une amorce de prise de conscience. Nous, on le voit dans le cadre de la bataille engagée dans le cadre du programme Bretagne eau pure sur 2 bassins de démonstration où là, on se met une obligation dans 5 ans de reconquérir une eau à la source de qualité. On voit que ces éleveurs se sont mobilisés, notamment dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, donc c'est plutôt bon signe. Mais je pense que c'est le début de la prise de conscience. Il faudra probablement aller beaucoup plus loin, notamment sur une évolution sensible des pratiques agricoles elles-mêmes.
Déjà, certains agriculteurs refusent l'industrialisation et reviennent à l'élevage à l'ancienne. L'idée est simple, les cochons ne grandissent plus dans des usines, mais dans de vraies porcheries. On avait oublié les vertus du fumier. Le fumier, c'est juste de la paille plus des déjections solides et liquides et qui vont fermenter. Une fois même mis dans la terre, ça se réorganise pendant 2 ans ou 3 ans. Et ça se libère progressivement au fur et à mesure que les plantes en ont besoin. Quand il fait chaud, que les plantes poussent, l'azote se libère. Et quand il fait froid et que les plantes ne poussent pas, l'azote ne se libère pas. La nature est bien faite, c'est tout. André Pochon a pris la tête d'une croisade en faveur d'un retour à l'agriculture bio. 2000 petits agriculteurs l'ont suivi, mais il regrette que le mouvement en faveur d'une Bretagne propre ne prenne pas plus d'ampleur. Eh bien, ça ne se développe pas parce que depuis 25 ans, dans ce pays, aussi bien dans toutes nos écoles d'agriculture que dans nos chambres d'agriculture et dans nos coopératives, on a bassiné la tête, la cervelle des paysans en leur disant, ben voilà, il faut faire du hors-sol, il faut faire du maïs fourrage, fabuleux maïs, hors de là, point de salut. Et on a fourré dans la tête des agriculteurs qu'il fallait faire ça. L'épandage à outrance de pesticides dans la campagne bretonne est l'autre cause de pollution des nappes phréatiques, mais aussi de l'océan. Qu'ils soient d'origine organique ou chimique, les nitrates ruissellent dans les rivières et les rivières vont dans la mer. Déjà, des colonies d'algues vertes prolifèrent sur les côtes. Justement, à cause des nitrates qu'il y a des algues vertes. C'est les nitrates qui permettent aux algues vertes de proliférer. Et donc, plus on a de nitrates, plus il y a d'algues vertes. C'est la mesure, hein. Quand on nous dit que ça progresse, qu'on préserve mieux l'environnement, etc., bien ça, c'est le test, hein. Et dans la mesure où les algues augmentent, ça veut dire aussi qu'on n'a pas résolu le problème. Conséquence imprévue de l'élevage industriel et de l'utilisation massive des pesticides, les algues vertes, les seules à apprécier le nitrate en Bretagne, commencent à éloigner de certaines plages les touristes. À quelques kilomètres du centre-ville de Lyon, à un quart d'heure de la place Bellecour, à cheval sur le Rhône, le couloir de la chimie. Un énorme baril de poudre posé là dans les années 70, à une époque où la pollution était considérée comme un mal nécessaire. Pour échapper aux odeurs sur la route des vacances, les automobilistes appuyaient sur le champignon. Fatalistes, les riverains ne pouvaient que constater les dégâts. Rhône-Poulenc Nord, deuxième Siba, troisième Rhône-Poulenc Chimie Fine, El Fatokem, plus bas c'est Rose de Seta. Dans le temps, oui, on sentait il y avait de sacrées odeurs là. Puis il y avait les ateliers d'acide sulfurique. Ça a été à cause de la pyrite qu'il a brûlé dans les fours et tout ça. Et on voyait même pas la ville de Lyon à l'époque. Quand il y avait le vent de midi, le nuage des pyrites, la pyrite, bon, c'était la pyrite brûlée. Les acacias, on les voyait à cette époque-là, ils n'avaient plus de feuilles. Les feuilles, quelques-unes tout frisées par terre. Vous voyez, maintenant ils sont verts, ils sont en bonne santé. Ouais, à l'époque, on savait bien que c'était la pollution. Déjà les dégagements d'acide, des acides et tout ça qui brûlaient les feuilles. Des gouttelettes d'acide qui tombaient et tout ça. Dans les années 70, ponctuellement, les industriels sont montrés du doigt. Pollution du Rhône, nuages toxiques au-dessus de la vallée, l'émotion est proportionnelle aux tonnes de poissons morts qu'on retrouve dans le fleuve. Il faut attendre 1985 pour que des règles strictes de contrôle de la pollution soient imposées aux entreprises chimiques. Contraint et forcé, tout le monde s'y met. La sauvegarde de l'environnement fait son entrée dans le cahier des charges des sociétés. Au nom du profit, on ne pourra plus faire tout et n'importe quoi. Le couloir de la chimie ne doit plus être le couloir de toutes les pollutions. C'est tout un ensemble. Il y a à la fois une législation qui a progressé, qui a été plus rigoureuse, à la fois des pressions médiatiques, écologiques, comme j'ai dit, extérieures, et à la fois une entreprise qui s'est dit il faut qu'on travaille plus proprement, il faut qu'on aille vers une chimie plus propre, c'est l'enjeu de la société, c'est l'enjeu de vente de nos produits. Ce qui est très important, c'est que la logique de la communication institutionnelle soit en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Je dirais bienvenue dans un monde nouveau, il faut aussi que ça se réalise sur le terrain. Première évidence, le Rhône ne doit plus être la poubelle du couloir de la chimie. Les industriels investissent dans une station d'épuration, facture 50 millions de francs. Il y a 20 ans, des eaux de procédés, des installations chimiques allaient au fleuve, allaient dans le canal.
Et depuis cette date, depuis 1976, tous les industriels de la zone se sont groupés pour construire une station d'épuration biologique. Donc tous les effluents de ces usines de la vallée de la Chimie sont traités dans cette installation. Premiers efforts et premiers résultats. Les rejets polluants dans le Rhône ont diminué de près de 90%. Restait à prévenir les conséquences d'un accident sur l'environnement. Les stocks de produits hautement toxiques et inflammables ne pouvaient plus être des bombes à retardement. Par exemple, si le feu prend dans ce compartiment, qui est le bâtiment 700, dans le compartiment 702, avec les murs coupe-feu qui dépassent la toiture, avec les poteaux qui sont inifugés, le feu sera obligatoirement contenu dans ce compartiment. Donc il n'y aura pas d'extension à tout le bâtiment. Ensuite, les pompiers vont éteindre avec leur lance à incendie. Ils vont jeter de la mousse, ils vont jeter de l'eau sur cet incendie. Cette eau ensuite sera recueillie par un puisard et pourra ressortir par le quai de chargement et venir et être conservée dans cette grande piscine de 3000 m3 qui recueillera toute l'eau venant d'un incendie. Mises sous très haute surveillance, les entreprises repensent en permanence leurs installations. Les investissements se chiffrent chaque année en dizaines de millions de francs. Exemple chez Elfa Tokem, c'est un mur d'eau qui protège les installations d'une fuite de gaz nocif. Mais les industriels vont plus loin. Ils signent une charte par laquelle ils s'engagent à diminuer les odeurs, les fumées, mieux, à améliorer l'esthétique de leurs usines en faisant appel à des paysagers. Objectif, rebaptiser le couloir de la chimie synonyme de pollution en vallée de la chimie. Dans l'idéal, ça pourrait ressembler à des allées d'arbres qui prendraient leur origine le long des voiries et qui pourraient se poursuivre sur des axes privilégiés à l'intérieur des usines. Ça pourrait être des choix de coloris visibles aussi bien sur les barrières d'autoroute, la signalisation, qui rappelleraient les choix de coloris qui seraient faits dans les usines. Conséquence des efforts consentis ces dernières années, la cause principale de pollution aujourd'hui à Lyon n'est plus la vallée de la chimie, mais l'automobile. Juin 1996, les députés débattent du projet de loi sur l'air. Avant même le débat au Parlement, les pressions des lobbies pour limiter la portée de la loi ont été nombreuses. Le texte, défendu par Corinne Lepage, est très controversé. On ne touche pas à la voiture, même si elle est source de pollution. Au départ, le débat était « il n'y a pas besoin de loi ». Quand on voit les choses aujourd'hui, où les gens disent la loi, il n'y en a pas assez. Mais il faut penser que quand j'ai lancé l'idée d'une loi, les mêmes lobbies disaient « mais une loi, pourquoi faire? Il n'y en a pas besoin. C'est inutile. » Ces lobbies montraient du doigt une nébuleuse, des groupes de pression dont les intérêts financiers ou corporatistes sont énormes. Dans le cas de cette loi sur l'air, les groupes pétroliers, les professionnels du transport, les constructeurs, les usagers se sentaient menacés. Première étape, se faire entendre des parlementaires avant que la loi ne soit votée. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal dans le cadre démocratique d'aller exposer devant un groupe du Sénat ou un groupe de l'Assemblée nationale composé de députés de toutes les tendances des problèmes d'une industrie. Mais rien de ce qui est fait dans ce domaine ne doit être quelque chose qui ne puisse pas se retrouver dans une émission, dans un journal. À ce moment-là, je ne crois pas qu'il y ait de problème en la matière. Mais ça interdit de faire du chantage à l'emploi ou quelque pression que ce soit. Et pourtant, que la loi sur l'air envisage de favoriser les voitures électriques aux dépens des véhicules diesel, et le lion de Peugeot se met aussitôt à rugir. Fort de ses 600 000 salariés, le lobby du diesel pèse plus lourd qu'un prototype électrique. Moins impliqué dans la bataille, Renault. PSA, par exemple, a peut-être plus peur que nous que si on dit le moindre mal du diesel, eh bien, il y a un risque majeur pour le diesel. Nous essayons d'avoir une approche plus équilibrée, plus indifférente entre l'essence et le diesel. Par exemple, nous disons qu'il faudrait que la fiscalité soit plus équilibrée entre les deux moteurs. Il est normal qu'un constructeur automobile défende son industrie, défende l'emploi qu'il occupe. Là où les choses deviennent, à mon sens, plus discutables, c'est lorsque le débat ne se fait plus devant la place publique, mais qu'il se fait par derrière, avec finalement l'intérêt général qui est lésé dans l'opération. Difficile en effet d'attaquer de front un ministre. La guerre contre un projet de loi se joue plus facilement dans les couloirs.
Je ne crois pas qu'il y ait de guerre d'antichambre. Vous savez, il n'y a pas de guerre. Il y a simplement des gens qui font valoir leur dossier. Et quand ils pensent avoir raison, quand en plus il y a des milliers d'emplois en jeu, ils le font savoir. Et c'est tout à fait normal. Sans que ce soit du chantage à l'emploi. Non, ce n'est pas du chantage à l'emploi, c'est simplement un éclairage des décideurs des conséquences de leurs décisions. Ça nous choque peut-être, mais en fait, il y a là rien que de très normal. Et parmi les conséquences possibles, les licenciements massifs, la grogne des usagers ou encore la mobilisation de toute une profession, exemple célèbre, les routiers. Si vous touchez de façon arbitraire, de façon surréaliste, à la fiscalité sur le gazole, donc se faisant non pas directement diesel, mais sur le carburant du diesel, vous allez mettre à mal une profession qui connaît déjà des difficultés économiques extrêmement importantes. Attention, danger. Résultat du travail conjugué des lobbies, la loi sur l'air n'a pas touché à la taxation sur le diesel. La vignette gratuite pour les véhicules non polluants est restée dans les tiroirs et les mesures en faveur du rail ont été enterrées. Reste l'obligation de mesurer les taux de pollution. La balle est à présent dans le camp du nouveau ministre de l'Environnement. Le débat maintenant pour Dominique Voynet, la difficulté, ça va être les décrets d'application. J'en ai fait préparer un très grand nombre avant de quitter mes fonctions, avec le même groupe de concertation. Ils sont à Matignon. Et maintenant, il va falloir peut-être qu'elle les change s'ils lui paraissent insuffisants. Mais je crois que déjà, si elle arrive à obtenir tous les arbitrages sur les projets que j'avais faits, ce sera pas mal. C'est les décrets d'application qui sont les plus importants, vous savez. Et vous croyez que les lobbies vont revenir à la charge? Bien sûr. Bien sûr. J'allais dire, c'est la règle habituelle. Je pense y être excellemment préparée par mon passé militant, qui m'a habituée à décoder le langage des lobbies, à savoir ce qui relève du chantage et de réelles difficultés objectives. C'est sans doute un de mes atouts principaux par rapport à Corinne Lepage, que j'ai trouvé émouvante dans le reportage, parce qu'elle s'est beaucoup battue. Elle a mis toute sa sincérité, toute sa générosité, toute sa force dans ce combat pour la loi pour l'air, et elle sait qu'elle a en partie perdu en raison du poids des lobbies. Et je pense que si ces lobbies aussi vivaces et aussi efficaces se remettent à l'œuvre, je pense qu'ils trouveront en face d'eux non pas une ministre, mais aussi toute une mouvance capable de leur tenir tête.